Le libéralisme s'organise autour de la notion d'individu et autour de la notion d'humanité, en éliminant toutes les structures intermédiaires. Tandis que la démocratie illibérale, qui n'est jamais que la démocratie tout court, s'organise fondamentalement autour de la notion de citoyen. C'est une citation issue de notre colloque « L'heure des frontières » d'Alain de Benoît, qui parmi beaucoup de qualités a celui de la cohérence idéologique. Et aujourd'hui, il nous parle du libéralisme contre les peuples. Alain de Benoît, vous le connaissez, il est écrivain, il est philosophe, et il vient de publier aux éditions Crisis « L'homme qui n'avait pas de père », le dossier Jésus. Alain de Benoît, nous vous accueillons. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, mon intervention telle qu'elle m'a été attribuée s'intitule « Le libéralisme contre les peuples ». Cette expression peut s'envisager de deux façons différentes. Il y a d'un côté la théorie libérale, l'idéologie libérale, dont l'une des caractéristiques est en effet de nier l'existence des peuples. Et il y a d'autre part la pratique. Et la pratique, elle s'exerce par l'intermédiaire d'un système, le système capitaliste, qui est à mes yeux indissociable du libéralisme en tant que doctrine ou idéologie, puisqu'il peut se définir comme un dispositif général d'arraisonnement du monde tendant à asseoir le primat de la valeur marchande sur toutes les autres, lequel implique précisément la généralisation du modèle anthropologique libéral qui est celui de l'homme économique, l'homo economicus. C'est la raison pour laquelle parler du libéralisme tout en ignorant le capitalisme, revient à parler dans le vide. Pourquoi la théorie libérale nie-t-elle l'existence des peuples? Parce qu'elle repose sur un socle anthropologique à la fois économiste et individualiste. Historiquement parlant, la modernité libérale correspond au moment où la société n'est plus posée comme première, mais où c'est l'individu qui est posé comme précédant le tout social, lequel n'est plus dès lors qu'un simple agrégat de volontés individuelles. Considéré de manière abstraite comme un être fondamentalement indépendant de ses semblables, totalement propriétaire de lui-même, qui n'est tenu par aucune appartenance se situant en amont de lui-même, l'homme est parallèlement redéfini comme un agent qui cherche en permanence à maximiser son meilleur intérêt, adoptant ainsi le comportement du négociant au marché. Ce tournant sans précédent est précisément le fait du libéralisme dont l'apparition coïncide avec la montée de la classe bourgeoise au sein des sociétés occidentales. Fondamentalement, le libéralisme pense le monde à l'échelle de l'individu. Pour les penseurs libéraux, l'homme, loin d'être constitué comme tel par ses liens avec les autres, doit être pensé comme un individu délié de toute appartenance constitutive, c'est-à-dire en dehors de tout contexte culturel ou social historique. La liberté, posée comme un droit inaliénable, est réduite à la liberté individuelle, conçue elle-même comme affranchissement vis-à-vis de tout ce qui excède l'individu. On considère de même que la souveraineté ne doit pas s'étendre au-delà de l'individu ou s'exercer au-dessus de lui,
ce qui délégitime la notion de souveraineté nationale ou de souveraineté populaire. L'idée générale est que l'homme est avant tout ce qu'il a librement choisi d'être, qu'il est entièrement maître de ses choix et qu'il doit être laissé libre de se construire lui-même, non à partir d'un déjà là, mais à partir de rien. Cette idée entraîne évidemment l'indifférence vis-à-vis des diverses conceptions du bien. Comme le dit fort justement Pierre Manant, le libéralisme est d'abord le renoncement à penser la vie humaine selon son bien ou selon sa fin. Et le résultat, c'est la disparition de toute idée de bien commun. Dans cette optique, il est clair que les peuples ne peuvent être que de simples agrégats d'individus, ce qui veut dire qu'ils n'ont aucune caractéristique propre en tant que peuple, leur permettant de se distinguer des autres peuples. Il en va de même des communautés, des nations et des cultures. La France n'est qu'un agrégat d'êtres humains, affirme ainsi l'économiste libéral Bertrand Leménissier. Je répète la phrase, la France n'est qu'un agrégat d'êtres humains. C'est dans le même esprit que Margaret Thatcher pouvait proclamer que la société n'existe pas. There is no society. La société n'est plus en fait que le produit contingent des volontés individuelles, un simple assemblage d'individus cherchant tous à défendre et à satisfaire leurs intérêts particuliers. Une telle société n'a plus à être gouvernée, mais gérée comme auxiliaire du marché. On n'est pas très loin du vieux rêve saint-simonien visant à remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Le libéralisme, de ce point de vue, est directement antagoniste de l'affirmation des identités collectives. Une identité collective ne saurait en effet s'analyser de manière réductionniste comme la simple somme des caractéristiques que possèdent des individus rassemblés au sein d'une collectivité donnée. Elle requiert que les membres de cette collectivité aient la claire conscience que leur appartenance englobe ou excède leur être individuel, c'est-à-dire que leur identité commune résulte d'un effet de composition. Elle implique aussi de reconnaître qu'il existe, au sein d'un ensemble donné, des propriétés émergentes, distinctes des caractéristiques des individus singuliers qui le composent. Or, le libéralisme nie l'existence de ces propriétés émergentes, celles qui font qu'une forêt est plus qu'une addition d'arbres, un peuple plus qu'une somme d'individus. Voyons maintenant ce qu'il en est du côté du capitalisme. Disons d'abord que la plus grande erreur que l'on pourrait faire serait de n'y voir qu'un système économique. Le capitalisme n'est pas d'abord un système économique, mais un fait social total. L'expression est de Marcel Mauss, d'où découle la forme fétichisée que prennent les rapports sociaux dans les sociétés libérales. Il est donc vain de chercher à en apprécier la valeur au regard de son efficacité réelle ou supposée. Le système capitaliste est sans conteste supérieurement efficace pour produire des marchandises. Mais l'efficacité n'est pas une fin en soi. L'efficacité ne qualifie jamais que les moyens mis en œuvre pour atteindre une fin, sans rien nous dire de la valeur de cette fin. Les marchandises rapportent de l'argent
qui permet de produire plus de marchandises, lesquelles permettent de créer plus d'argent. La plus-value ainsi dégagée permet la transformation de l'argent en capital et la suraccumulation du capital permet à l'argent de s'augmenter perpétuellement de lui-même. Mais le capital est d'abord et aussi un rapport social qui met en forme un imaginaire spécifique et implique des façons de vivre, mais aussi de concevoir le monde. On pourrait dire que l'essence du capitalisme, c'est l'illimitation, le toujours plus, la négation des limites et des frontières, la négation de la mesure, et d'abord de la mesure humaine. Sa caractéristique fondamentale, c'est son orientation vers une accumulation sans fin, au double sens de ce terme de fin, processus qui ne s'arrête jamais et qui n'a d'autre finalité que la valorisation toujours plus grande du capital. C'est cette illimitation dans la visée comme dans la pratique qui fait du capitalisme un système reposant sur la démesure, cette démesure que les Grecs appelaient hybris, la négation de toute limite. L'abolition des frontières est nécessaire au libre-échange et au principe bien connu du laisser-faire, laisser-passer. Le capitalisme libéral exige en effet que tout ce qui peut faire obstacle à l'échange marchand soit progressivement éradiqué. Il exige la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a rien à objecter à une immigration devenue insupportable, l'autre raison étant qu'il ne conçoit, je l'ai dit, le peuplement des territoires qu'en termes d'individus. 1 million d'extra-européens qui viennent s'installer en Europe, c'est simplement 1 million d'individus qui viennent en rejoindre des millions d'autres. S'y ajoute le principe de la liberté individuelle, la seule que reconnaissent les théoriciens libéraux. Tout homme doit se voir reconnaître le droit de se déplacer à sa guise, étant entendu, comme le disait Hayek, que la liberté économique prime sur la liberté politique. L'immigration, je cite, lisait-on récemment sur un site libéral, le Contrepoint pour ne pas le nommer, reste une expression de la liberté individuelle qu'il s'agit de sauvegarder. On comprend bien que dans tout ce système, l'argent occupe évidemment une place centrale. Dans le Capital, Marx écrit à juste titre que l'argent est la marchandise qui a pour caractère l'aliénation absolue parce qu'il est le produit de l'aliénation universelle de toutes les autres marchandises. Il ajoute que, je cite encore, le mouvement du capital n'a ni fin ni mesure puisque la valorisation de la valeur n'existe que par la circulation de l'argent considéré comme capital. Le sociologue Georg Simmel a de son côté bien montré que la nature intrinsèque de l'économie fondée sur l'argent est d'écarter la question des fins au profit de celle des moyens. En tant qu'équivalent universel, car c'est la meilleure façon de le définir, l'équivalent universel, en tant qu'équivalent universel, l'argent est ce qui permet de tout évaluer, de tout quantifier à l'aide d'une mesure unique, la valeur étant systématiquement rabattue sur le prix. En créant une perspective
à partir de laquelle les choses les plus différentes peuvent être évaluées par un nombre, la monnaie les rend en quelque sorte égales. Elle ramène toutes les qualités qui les distinguent à une simple logique du plus et du moins. Or, toute quantité, quelle qu'elle soit, peut toujours être augmentée d'une unité. À tout nombre, il est toujours possible d'ajouter un chiffre, en sorte que le mieux s'y confond automatiquement avec le plus. Et ce dont on peut avoir toujours plus, on n'en a bien sûr jamais assez. La société libérale est donc à la fois une société des individus et une société de marché où la raison économique se subordonne toutes les relations sociales et dont elle fait le lieu de la concurrence généralisée, c'est-à-dire de la guerre de tous contre tous, où tout un chacun veut maximiser son intérêt propre aux dépens de celui d'autrui. Le règne du capitalisme se traduit finalement par une clôture du sens. Une clôture du sens qui n'a pratiquement pas de précédent dans l'histoire. Cette clôture du sens, dont on voit aujourd'hui les effets, contribue puissamment à la montée du nihilisme. En conclusion, je dirais donc que la restauration du commun et du bien commun est le programme qui s'offre aujourd'hui à tous les antilibéraux si l'on veut sortir d'un monde où rien n'a plus de valeur, mais où tout a un prix. Il me reste 1 minute qui, si le temps n'était pas compté, serait pour moi 1 minute de silence. Nous sommes le 29 mai 2021. Hier, le 28 mai, il y a tout juste 150 ans, se livraient à Paris les derniers combats de la Commune de 1871. Les dernières barricades abattues, les derniers insurgés massacrés, commençait une répression atroce qui fera des milliers et des milliers de morts. La Commune de Paris, communarde, communaliste, fédéraliste, a réuni 2 aspirations qui ne devraient jamais être séparées: la cause du peuple et le service de la patrie. Elle fut à la fois un mouvement patriotique contre l'étranger envahisseur et un mouvement socialiste et prolétarien contre la bourgeoisie capitaliste, et c'est pourquoi je veux en saluer le souvenir et lui rendre hommage. Honneur à elle, honneur aux communards. Comme le disait Alexandre Marc, quand l'ordre n'est plus dans l'ordre, il est dans la révolution. Je vous remercie.